toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de revenir vers vous avec une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de janvier. Donc tout d'abord, bonne année, très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez bien commencé cette année 2022 et j'ai très hâte de vous présenter mes 6 lectures pour ce mois de janvier. Tout d'abord, nous avons Thérèse d'Esquerroux de François Mauriac. Alors, énorme classique de la littérature française, mais classique un petit peu oublié puisque j'ai l'impression que j'en avais relativement peu entendu parler avant qu'on ne me le mentionne dans le cadre d'un cours le semestre dernier. C'est ce qui m'a poussé à me procurer ce livre de Mauriac. François Mauriac, je connaissais surtout sa réputation un petit peu sulfureuse sur certains sujets historiques pour dire les choses simplement, mais j'ai été très agréablement surprise par cette lecture. Il s'agit donc d'un roman qui parle du personnage de Thérèse d'Esquerroux, qui est une femme issue de la bourgeoisie bordelaise, qui va également épouser un homme issu d'à peu près le même milieu social, un propriétaire de terrain qui s'appelle Bernard. Et pour une raison que l'on ignore au début de la lecture, puisque cela ne va pas être un récit linéaire, s'il y aura constamment des analepses, des prolepses, etc., Thérèse va tenter d'empoisonner Bernard. Elle va mettre des gouttes de poison dans ses boissons et le livre va littéralement s'ouvrir avec le procès de Thérèse où elle est déclarée innocente puisque ses parents ont tout fait pour laver sa réputation, et où on va essayer d'explorer la psychologie de cette femme et finalement qu'est-ce qui l'a menée à cet acte terrible alors qu'a priori il n'y a rien Elle a une vie parfaitement ordinaire, elle a une vie économiquement prospère avec un mariage qui est plutôt stable. J'ai trouvé cette lecture absolument géniale. Vraiment, ma première pensée après l'avoir terminée, c'était mais oh mon dieu, pourquoi je n'ai pas lu ce roman avant? Parce que vous le voyez peut-être, mais il est plutôt court, il se lit de façon très fluide. Alors il y a effectivement ce côté narratif, enfin c'est ce côté narratif qui n'est pas linéaire, qui en fait un roman plutôt moderne et... mais qui à mon avis rajoute un côté tout à fait intéressant lorsqu'on essaie de se retrouver dans cette psychologie complexe et fragmentée qui se retrouve autant dans le fond que dans la forme, si vous voyez ce que je veux dire, mais tout à fait abordable en même temps, tout à fait quelque chose, tout à fait un premier classique, j'ai envie de dire qu'on pourrait lire. J'ai trouvé que Mauriac arrivait tellement bien en tant qu'écrivain homme à se mettre à se mettre à la place d'une femme de la bourgeoisie du début du XXe siècle avec toutes les limitations que cela peut impliquer. J'ai trouvé qu'on se sentait complètement partagé par rapport à Thérèse, qui justement est un personnage très ambigu. À la fois on la trouve terrible et à la fois on a énormément d'empathie pour elle et sa situation. Donc bref, une lecture très agréable. J'ai également trouvé la plume de Mauriac très belle, très dynamique, toujours l'impression d'être justement capturée dans cette action et de vouloir tenter de comprendre la situation de ce couple. Donc excellente lecture. Ensuite j'ai changé de registre, j'ai lu René Less, je crois que ça se prononce comme ça, de Ségalen. C'est un roman qui, j'en avais parlé sur Instagram, les gens paraissaient plutôt intrigués puisque de nombreuses personnes disent qu'elles n'en avaient jamais entendu parler, et c'est un roman qui prend place au début du XXe siècle dans la Chine impériale. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de la Chine, c'est la fin de la dynastie Qing, c'est vraiment les derniers... comment dire, la dernière période impériale avant le début de toutes les révolutions qui ont bercé ce pays par la suite du XXe siècle. Et Ségalen, c'est un auteur français qui a eu plusieurs fois l'opportunité de vivre en Chine en tant forcément qu'étranger, et qui écrit ce récit qui est un peu un roman à clé puisqu'on sent qu'il y a des éléments autobiographiques, mais qui imagine un Français à Pékin au début du XXe siècle qui va se lier d'amitié avec un mystérieux René Less, qui est lui-même un étranger, mais qui est un étranger déjà qui parle parfaitement chinois, ce qui n'est pas du tout le cas du narrateur, et qui est surtout un étranger qui, d'après le narrateur en tout cas, semble être bien plus en osmose avec la société chinoise que lui, et qui lui raconte tout le temps des histoires absolument fabuleuses sur ses rencontres avec la cour impériale chinoise. C'est un milieu absolument impossible à pénétrer
d'autant plus à l'époque puisque c'est tout l'âge de la cité interdite et où il y a des grandes barrières entre chinois et étrangers. Et ce René-Lance, il va constamment être ambigu et le narrateur va finalement jamais savoir s'il dit la vérité ou s'il le mystifie complètement, et c'est ce qui fait l'intérêt finalement de ce roman épistolaire. Dans l'ensemble, je dois dire que j'ai été plutôt déçue par cette lecture, d'autant plus que mes attentes étaient très hautes. Je m'intéresse pas mal à la Chine, j'ai eu l'occasion d'y séjourner quelques fois. Je trouve que c'est un pays, autant en littérature, autant on a vraiment cette fascination pour le Japon qui perdure depuis plusieurs années, autant je trouve qu'on sous-estime toute la production littéraire qui est faite soit par des auteurs chinois, soit par rapport à ce pays. Et d'un point de vue historique, c'est un texte extrêmement intéressant puisque autant il s'inscrit dans une continuité orientaliste, autant il y a derrière toutes sortes de réflexions qui font que c'est pas du tout un texte qui a mal vieilli, il n'y a pas tellement de choses malaisantes par rapport aux relations France-Chine, il y a une certaine admiration et un respect pour la culture chinoise. Autant mon blocage, ça a été réellement au niveau du style. Je n'ai pas trop de problèmes avec le roman épistolaire normalement, mais j'ai trouvé que c'était un style très orné, que c'était un style très lourd, que des fois l'action était lente. Je trouve qu'il pourrait carrément être plus court pour ce qu'il raconte. Il s'est quand même un petit peu rattrapé dans les 50 dernières pages. La fin est très intéressante sans trop vous en dire. Mais pour ma part, voilà, j'ai été un petit peu mitigée dans l'ensemble de cette lecture, avec des moments où ça allait et des moments où ça allait beaucoup moins. Le gros mais dans le retour que je vous fais maintenant, c'est que je comprends pourquoi il peut plaire à d'autres personnes. Il y a des lectures, je ne les aime vraiment pas et je n'arrive absolument pas à comprendre comment cela peut plaire à d'autres personnes. Mais René-Lance, je pense vraiment que si vous êtes quelqu'un qui apprécie, qui va apprécier, disons, le style de Ségallant et qui a un intérêt pour la Chine impériale, je pense que ça peut tout à fait être une lecture qui peut vous convaincre. Donc un roman quand même unique, un roman qui est un peu oublié, en tout cas je n'avais jamais entendu parler, que ce soit sur Bookstagram ou sur Booktube. Donc voilà, un retour plutôt mitigé, mais dans l'ensemble une lecture qui reste quand même intéressante, surtout par moment. Ensuite on part dans la non-fiction. J'ai lu Revolutionary Suicide, donc le suicide révolutionnaire, qui est écrit par Huey P. Newton. Je vais rapidement passer dessus. Là ici je l'ai en anglais, mais il est traduit en français aux éditions de... Je sais plus quelles éditions, je vais mettre en titre là. Huey P. Newton, c'est le fondateur du Black Panthers Party aux États-Unis, donc un parti afro-américain à tendance nationaliste, indépendantiste, tout ce que vous voulez, qui a connu son apogée à la fin des années 60 et au début des années 70. Et en tant que cofondateur de ce parti, il a écrit ses mémoires dans les années en 1976, je crois que c'est en 1976 que ce livre a été publié. Disons que j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais je pense que je l'ai beaucoup aimée parce que c'est une période historique qui m'intéresse. Les années 60 aux États-Unis, je trouve que c'est un moment où il y avait toutes sortes, surtout si on s'intéresse aux différents mouvements radicaux de gauche, et notamment à la présence de la CIA dans ces différents milieux et à comment finalement la montée du communisme aux États-Unis a été beaucoup étouffée. Je trouve que c'est une période absolument fascinante. Je trouve que ça permet de comprendre encore aujourd'hui la dynamique des États-Unis, pourquoi on a l'impression souvent que la gauche aux États-Unis n'existe pas, alors qu'en réalité souvent c'est bien évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Et en même temps, ça reste une lecture assez spécifique, je le reconnais. C'est vraiment sur l'évolution des Black Panthers, comment le parti a été fondé en Californie, pourquoi Huey P. Newton finalement a adopté ces différents idéaux après avoir grandi dans l'Amérique ségrégationniste, après avoir vu des leaders comme Martin Luther King et Malcolm X se faire successivement assassiner, comment il en est arrivé à ces idées et sur quelle base reposaient les Black Panthers, puisque aujourd'hui c'est des figures plutôt mythiques mais qui à l'époque avaient tout à fait un programme politique absolument concret. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, de ce point de vue. J'ai trouvé également qu'il y avait des très beaux passages où Huey P. Newton réfléchit justement sur... il définit d'abord ce que c'est un suicide révolutionnaire.
qui l'oppose pour lui à un suicide réactionnaire. Il réfléchit beaucoup sur le rôle de l'activisme, sur comment résoudre la tension entre le personnel et l'activisme, comment se placer par rapport à la société en tant qu'activiste, qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie littéralement pour une cause. Et je trouve que c'est des questions qu'on se pose encore aujourd'hui et qu'on retrouve tout à fait dans ce texte. Il y a des passages, on les lit peut-être avec un léger sourire, notamment quand il y a une grande idéalisation de la Chine maoïste. Donc voilà, mais c'est vraiment à lire si vous voulez vous intéresser aux États-Unis de cette période spécifique, si vous voulez un peu mieux comprendre l'origine des violences policières aux États-Unis qui malheureusement perdurent totalement encore aujourd'hui, du système pénal de façon générale, de l'utilisation de la peine de mort dans certains États américains. C'est une lecture très intéressante. Donc voilà, ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle et je suis contente d'avoir pu un petit peu, comment dire, lire cette œuvre qui est très connue dans certains milieux radicaux. Ensuite, un autre livre que j'avais depuis un moment dans ma palle et que j'avais très envie de lire, il s'agit d'Être sans destin d'Imre Kertész. Et je dois remercier Antastésialite qui l'avait mentionné, je crois, dans un de ses voyages littéraires, puisqu'il s'agit d'un auteur hongrois né à Budapest. Et il s'agit de ses mémoires de sa déportation, tout d'abord à Auschwitz pendant quelques jours, puis à Buchenwald pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous me suivez un petit peu sur cette chaîne et ailleurs sur Instagram par exemple, vous savez que tout ce qu'on pourrait qualifier de littérature de la mémoire, c'est-à-dire littérature qui a un rapport de près ou de loin avec l'Holocauste, m'intéresse beaucoup, tout d'abord pour des raisons historiques, mais aussi parce que je pense que ce genre de texte interroge tout à fait le rôle de la littérature, les limites de la littérature, ce qu'on arrive à faire à travers cet art, à travers l'art littéraire. Et Imre Kertész, ça a été dans un style très différent de ce que j'ai pu lire par le passé, notamment si on compare par exemple à Primo Levi, à Charlotte Delbo, à Elie Wiesel. Il est très jeune lorsqu'il est déporté, il a littéralement 14 ans. Et ce que l'on voit, autant il y a des textes concentrationnaires qui vont vraiment décrire l'horreur des camps, autant Imre Kertész, il cherche vraiment à démontrer l'absurdité surtout du système concentrationnaire. C'est-à-dire qu'il a 14 ans, il se fait prendre dans une rafle et il essaye pendant plusieurs semaines de rationaliser ce qu'il se passe. Donc tout d'abord il se dit bon, je vais aller en Allemagne, je vais dans un camp de travail, ça va bien se passer. Ensuite il se retrouve pas en Allemagne, il se retrouve à Auschwitz. Il remarque il y a des hommes qui lui disent de dire qu'il a 16 ans, pas 14. Il le dit un petit peu pour rigoler, alors que finalement c'est ce qui va lui sauver la vie, puisque tous les enfants plus jeunes de 16 ans finissent dans les chambres à gaz. Il voit le groupe, il voit les SS séparer les plus jeunes des plus âgés. Il se dit ah mais c'est parce que les plus âgés ont fait un long voyage donc ils vont être soignés. Ce n'est bien évidemment pas le cas. Et comment il arrive, ou plutôt il n'arrive pas à s'habituer à toute cette horreur qui est tellement absurde et tellement horrible, et tout ce système concentrationnaire qui est tellement horrible qu'il n'arrive absolument à aucun moment à comprendre ce qu'il se passe. Et il règne surtout une confusion, une situation ambiguë et cette impression d'être complètement déprivé de vie, en même temps de devoir réussir à s'habituer en quelque sorte à son sort afin de pouvoir survivre. Donc très intéressant du point de vue psychologique, quelque chose que j'avais jamais vu justement avec les auteurs que j'adore, que j'ai mentionné précédemment. Cela permet, j'avais également envie de le lire pour en savoir un peu plus sur l'Holocauste du point de vue hongrois, puisque j'ai principalement lu des auteurs français ou italiens par rapport à cette phase de l'histoire, mais que cela implique, mais qui implique bien d'autres pays. Donc une très bonne lecture et que je ne peux que vous la recommander, qui se lit très bien et qui est très bien menée. Toujours lié aux questions concentrationnaires, bon voilà, il y a la journée de la mémoire au mois de janvier, c'est aussi pour ça que je fais ça maintenant. J'ai lu les poèmes de Paul Celan, qui a un parcours compliqué puisqu'il est d'origine allemande, il est germanophone, mais il a grandi en Pologne et dans d'autres pays d'Europe de l'Est.
avant de séjourner à Paris et avant de mourir à Paris par suicide en se jetant dans la Seine du pont Mirabeau. C'est un intellectuel et un auteur d'origine juive, encore une fois, dont les parents ont été déportés et assassinés à Auschwitz, qui lui-même a fini en camp de travail juste avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il s'est longtemps caché, il a longtemps vécu en exil et lui il parle de cette expérience notamment à travers son œuvre poétique et j'ai bien évidemment que je me suis procuré une édition bilingue. Pourquoi la poésie? Parce que je n'en lis pas assez. C'est quelque chose, c'est une chose à laquelle j'aimerais bien remédier. Je suis quelqu'un qui aime bien lire vite et la poésie, cela demande quand même de s'arrêter, de relire les mots, d'essayer de saisir tous les enjeux stylistiques qu'il y a derrière le texte. Donc cela change un petit peu ma méthode de lecture et dans une version bilingue, tout particulièrement en allemand, cela me permet de découvrir une autre langue, de découvrir la musicalité d'une autre langue. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très touchant. Il a une forme stylistique très particulière que je ne saurais, qui est quand même assez minimaliste par moment, avec pas forcément une structure très traditionnelle, peut-être un petit peu de prose par-ci par-là, mais que j'ai beaucoup apprécié et ça m'a justement de regarder l'allemand et de comparer au français, ça m'a permis de saisir un petit peu toutes les subtilités de la forme et de la musicalité. Donc j'ai trouvé ça original, j'ai trouvé ça j'allais dire j'ai trouvé ça poétique, mais c'est vrai, j'ai trouvé ça touchant. J'ai trouvé que ça décrivait toute la douleur d'un homme et comment il essayait de passer à autre chose sans jamais réellement y arriver. J'ai trouvé ça absolument bouleversant d'une certaine façon. Donc un très grand poète et voilà, également une chance un petit peu de découvrir de la poésie en langue allemande, chose que je ne fais pas du tout assez. Pour conclure cette vidéo, j'ai également lu ce livre qui est sorti il y a quelques années de Cho Nam-joo, donc une autrice coréenne, et j'ai lu Kim Ji-young, née en 1982. C'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui, tout d'abord en Corée du Sud, puis lorsqu'il a été traduit en anglais et en français. Je l'ai ici en anglais, mais il est traduit dans plein de langues différentes. Également parce qu'il a été adapté en film et parce qu'il parle des enjeux liés à la condition des femmes en Corée du Sud. Si vous connaissez un petit peu la culture coréenne, c'est une culture qui a un gros problème lié au masculinisme, à la misogynie. Je dis pas ça pour minimiser quoi que ce soit la situation ici, mais c'est vrai. Le mouvement féministe en Corée du Sud se bat depuis plusieurs années sur plein de problèmes liés à la structure de la société et c'est un roman mais qui se lit en partie comme un essai sur la vie d'une femme qui a une vie parfaitement ordinaire, qui voilà, fait ce parcours très traditionnel dans la société coréenne. Elle va à l'université, elle décroche un travail, elle se marie, elle devient femme au foyer, elle a une fille et qui du jour au lendemain se retrouve dans une situation de dépression et également elle se retrouve à imiter les femmes qu'elle a connues dans sa vie, donc une légère forme, je sais pas si c'est de la schizophrénie, mais disons qu'elle ne se rappelle plus, mais que par moments elle prend la personnalité d'autres femmes, que ce soit sa grand-mère, que ce soit une amie d'enfance, et bien évidemment que cela confond, enfin que cela met en quelque sorte son mari en panique, et ça va essayer de retracer pourquoi cette femme parfaitement ordinaire a ses réactions, et on voit bien que elle a une vie qui a été complètement moulée et complètement déchirée par plusieurs moments par la misogynie, par la culture du viol, par le harcèlement de rue, par les discriminations dans le milieu scolaire et le milieu professionnel. Et autant vous dire que c'est pas, je sais pas si on peut qualifier ça de grande littérature d'une certaine façon, puisque le style est extrêmement simple. À plusieurs moments on se demande s'il s'agit d'un essai ou d'un roman, puisqu'il y a des passages très descriptifs avec des références et des statistiques liées à la société coréenne. Mais j'ai tout à fait apprécié cette lecture qui se lit de façon tout à fait fluide. C'est un style abordable justement, mais qui permet de très bien résumer, de très bien capturer tous les enjeux de la société coréenne
Et je pense que c'est typiquement le genre de livre qui peut plaire même à des personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de lire autant, notamment parce que c'est simple, mais aussi parce que c'est tellement une expérience universelle que Chu Nam-ju décrit ici. C'est l'expérience d'être une femme et de vivre dans une société patriarcale dont elle parle dans ce roman. Donc j'ai été plutôt agréablement surprise et je trouve que de lire des œuvres contemporaines un petit peu plus courtes entre des classiques, cela fonctionne très bien comme démarche de lecture pour moi, pour un petit peu voilà, avoir également des lectures qui sont plus dynamiques, j'ai envie de dire, je sais pas si ça a du sens, mais qui se lisent plus facilement et qui après nous donnent cette satisfaction d'avoir abordé également des enjeux sociétaux d'aujourd'hui à travers la littérature. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je m'excuse pour la luminosité qui est pas forcément idéale, mais voilà, il y a le soleil qui se couche, il y a mes rideaux. Bref, on va faire avec. J'espère que cela vous a quand même plu, j'espère que cela vous a donné des envies de lecture comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement et si vous avez aimé ou non ces œuvres. D'ici là, je vous dis à très bientôt en vidéo et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye!